Bonjour à toutes et à tous. Donc, avant d'attaquer le sujet du jour, nous espérons vivement que vous n'ayez pas été affectés par vous et vos familles par le Covid. Et si tel est le cas, ben, nous vous souhaitons juste une chose, c'est de continuer de passer au travers. Côté Aerospace Valley, nous étions plutôt habitués jusqu'alors à créer des événements thématiques, hein, le plus souvent organisés en présentiel. Bon, donc là, le COVID nous a permis nous a amené à être, disons, résilients, hein, et vis-à-vis de la situation, en proposant des événements différents que nous espérons tout aussi agréables, en attendant de pouvoir de nouveau se rencontrer physiquement et partager des moments comme nous les partagions au préalable. Alors bien entendu, continuer à se rencontrer virtuellement sur des thématiques en rapport avec vos attentes exprimées. En effet, j'ai dit deux choses, ce sont des événements différents, certes, c'est qu'aujourd'hui, comme on n'a plus trop la possibilité de rencontres physiques, bon, nous avons opté pour les séances sous forme de webinaires. Et en ce qui concerne les thématiques, ce qui a été fait dès le lendemain du confinement au niveau Aerospace Valley, nous avons donc pris la décision de très vite contacter l'ensemble de nos adhérents. Alors, c'était un contact classique, hein, par phoning, donc pour la plupart d'entre vous, certains ont dû être contactés. Et nous avons partagé, disons, avec l'ensemble des adhérents, leurs problématiques, leurs attentes et notamment des souhaits de voir traiter tel ou tel sujet. Alors, ce qui nous amène aujourd'hui à vous proposer le café techno sur le thème « L'importance de l'humain pour une stratégie de digitalisation réussie ». Alors, un café techno, c'est quoi? En fait, vous cassez pas la tête, c'est un webinaire. On a simplement un petit peu particularisé le nom pour identifier, disons, cette action-là à notre nouvelle organisation du pôle qui s'articule autour de 5 écosystèmes d'excellence et thématiques que nous appelons des E2. Alors, rapidement, il y a le 2 SEC, c'est pour système embarqué communicant. On a le 2 EDIA pour économie des données et intelligence artificielle. On a le 2 PEE pour propulsion et énergie embarquée. Nous avons le 2 SMP pour systèmes, matériaux et procédés. Et puis le 2 d'aujourd'hui, le 2 SUF pour solutions pour l'usine du futur. Donc, le café techno, c'est en fait une occasion de se retrouver régulièrement entre membres sur un espace-temps limité et de manière informelle. L'idée est bien entendu d'échanger sur nos connaissances, partager nos différentes expertises ou retours d'expérience et susciter des idées d'innovation, vous faire découvrir des produits et services, etc., dans une des 5 thématiques précitées. Donc, le café du techno du jour, bon, mais, comme vous en doutez, vous est proposé par le 2 SUF. Il sera animé en partie par votre serviteur, Philippe Fioravanti. Donc, moi, je suis à Aerospace Valley et je suis détaché de la société Dassault Aviation. Et j'opère également côté Aerospace Valley en tant que copilote de l'écosystème SUF. Bon, le gros du job, je vous rassure, il va être fait par Alexandra, donc moi je vais très vite me taire. Alexandra est CEO de la société Smart Industries. Elle est également auditrice usine du futur auprès de la région Nouvelle-Aquitaine et elle officie également en tant qu'enseignante au niveau du CESI. Alexandra nous amènera pas à pas sur le chemin de la transformation digitale avec l'homme au cœur de cette digitalisation. Un petit clin d'œil, ce sera le dernier également pour Tifed à la technique, sans qui ce café techno ne pourrait pas avoir lieu. Voilà,
Donc, pour démarrer vivement le sujet, j'ai envie de dire que si le digital pouvait encore faire débat chez certains d'entre nous il y a encore quelques semaines, nous sommes convaincus aujourd'hui, après la phase de Covid, que même les plus réticents, en toute objectivité, appréhendent le numérique différemment. Il est clair que sans les milliers de personnes que l'on a mis en télétravail du jour au lendemain, je pense qu'une bonne partie de l'économie se serait franchement arrêtée. Donc, nous sommes à peu près tous convaincus. Ceci étant, être convaincu de la nécessité de se digitaliser est nécessaire, mais est-ce bien suffisant, se digitaliser? Pourquoi? Ai-je une idée claire des objectifs à atteindre? Ai-je identifié par quoi commencer? Ai-je identifié les enjeux humains, acceptation du changement par les équipes en place, attente des nouvelles générations, attractivité de mon entreprise, conservation des talents? Ai-je une idée du quotient digital de mon entreprise et de la transformation culturelle à opérer pour emporter l'adhésion des équipes, etc. Voilà, donc autant de questions légitimes qui laissent souvent le dirigeant d'entreprise désarmé face à la situation. Et donc, Alexandra va donc, étape par étape, tenter de répondre à toutes ces interrogations ainsi qu'à vos questions en environ 45 minutes d'approche méthodologique et expression de son vécu. Voilà. Et derrière, après, ce sera place aux questions. Alors, je remercie certains d'entre vous qui se sont excusés de ne pas pouvoir participer à ce webinaire, mais qui m'ont envoyé des questions, donc que je partagerai avec vous en fin d'exposé d'Alex. Et par contre, n'hésitez surtout pas dès maintenant à poser vos questions, disons en utilisant l'icône adaptée. Donc vous avez une zone questions avec un petit triangle vertical. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre une fenêtre et vous posez vos questions. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel. Alex, à toi. Merci Philippe. Écoutez, bonjour à tous. Déjà, merci d'être nombreux et présents aujourd'hui. Je pense qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, je suis Alexandra Tesser, je suis présidente de l'agence Smart Industry. Petite présentation de quelques secondes. J'ai créé ma société car j'ai été moi-même dans une industrie avant de créer cette société. Il s'avère que j'ai été responsable d'un projet de digitalisation dans une industrie qui appartient à un grand groupe, une industrie des vins et spiritueux. Et donc, j'ai été la directrice du projet de digitalisation pour la mise en place d'un processus opérationnel de digitalisation pour la qualité, la production et la maintenance. Et il s'avère qu'au cours de ce projet, qui a duré 3 ans en interne, j'ai appris et j'ai compris aussi bien l'importance de l'humain dans la stratégie de digitalisation et dans la mise en place, mais aussi je me suis formée à la mise en place d'un système opérationnel. Et en fait, je suis arrivée au bout de ce projet en interne et je me suis dit ce que j'aime faire, c'est manager ce genre de projet. Et c'est pour ça que j'ai créé ma société, parce que je me suis dit si un grand groupe, en tout cas une grosse société, une grosse structure, avait eu besoin d'une personne comme moi pour manager ce type de projet, j'ai commencé à rechercher sur les autres industries les projets digitaux qui seraient potentiellement intéressants de mettre en place. Et c'est pour ça que j'ai créé ma société en suivant. Donc l'agence Smart Industry a 3 ans, quasi 3 ans d'existence. Et puis, comme l'a justement souligné Philippe au début de la présentation, nous avons été contactés par la région il y a maintenant un petit peu plus d'1 an pour intervenir dans la brique technologique du programme Usine du Futur, donc sur la brique technologique, système d'information, MES, ERP, Big Data et IoT. Donc voilà pour la partie agence Smart Industry. Vous aurez mes coordonnées en fin de présentation évidemment, donc surtout n'hésitez pas à soit me recontacter par mail ou par téléphone pour discuter peut-être plus précisément d'un sujet qu'on n'aurait pas le temps d'aborder là. Surtout n'hésitez pas.
Donc, pour faire une très vague et très simplifiée présentation de l'industrie 4.0, c'est juste évidemment un rappel, sachant que logiquement, vous devriez avoir le PPT en fin de présentation, enfin en tout cas disponible. Je vous ai mis juste pour rappel. Donc, pourquoi on parle de briques technologiques? Dans l'industrie 4.0, on essaye de différencier des briques technologiques telles que la cybersécurité, le big data, la simulation, les systèmes d'intégration, etc. Je pondérerai juste ce diagramme que vous voyez sur la gauche en disant que les briques technologiques ne sont pas à la même échelle. Et il va de soi que ici, dans ce graphique-là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de chronologie par rapport à la mise en place de ces briques, alors qu'il y en a une, et c'est bien important de phaser son projet pour penser à la cybersécurité avant de finalement mettre en place du big data, par exemple, ou des cobots. Donc voilà, je pondérerai juste ce graphique avec ces mots-là. Et puis, juste un petit rappel sur votre droite de pourquoi on parle d'industrie 4.0 en très schématique et très simplifié. C'était un petit rappel, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Donc, comment on débute finalement une stratégie de digitalisation? Quels sont les fondamentaux? Les fondamentaux partent forcément de besoins initiaux. Donc, généralement, alors nous, en tant qu'agence Smart Industrie, on est généralement contacté par un DSI, un responsable de production, un directeur de production, parfois un directeur qualité, traçabilité, et plus rarement, mais ça arrive aussi, un directeur maintenance ou un manager maintenance. Les besoins initiaux, en termes de digitalisation opérationnelle, restent souvent ciblés sur améliorer la compétitivité, améliorer la productivité, l'efficacité, donc là on va parler plus de production, améliorer les flux de qualité ou réduire les rebuts, améliorer la traçabilité ou fluidifier la traçabilité, et aussi la partie maintenance que je n'ai pas revalorisée sur les besoins initiaux. De là aussi, dans la partie besoins initiaux, on peut parler d'indicateurs de performance, puisque logiquement, une stratégie digitale va nous permettre de suivre une production en temps réel, par exemple, de faire monter en compétence les opérateurs, de diminuer des tâches à faible valeur ajoutée ou à non valeur ajoutée. On parle aussi de valeur intellectuelle, j'en reparlerai après. Aussi, faire des extractions, des suivis et des analyses de KPI en automatique ou en semi-automatique, ou en tout cas favoriser la partie analytique que la partie traitement pur de données. Le but du jeu, évidemment, d'une stratégie de digitalisation et d'un système digital, c'est bien de favoriser un analytique parce qu'on aura stocké des données et qu'on aura réceptionné des données en automatique ou en semi-automatique, et qu'on aura beaucoup plus de temps pour les analyser et pour faire des suivis et des analyses derrière. Et puis évidemment, parler d'amélioration continue de la production, de la qualité, de la maintenance. Les outils maintenant, quand on commence une stratégie de digitalisation, il est important de savoir son niveau de maturité digitale, ou on peut aussi parler de quotient digital. Donc là, on va commencer à regarder plusieurs critères, ou en tout cas plusieurs phases d'avancement. On peut parler de l'organisationnel, donc ça peut être comment on ordonnance sa production, comment on la planifie, est-ce qu'on a une GMAO qui nous planifie notre maintenance, est-ce qu'on a des processus opérationnels qui sont catégorisés et standardisés dans notre société. Donc là, typiquement, on va parler d'un ERP, ou en tout cas d'un système qui nous permet théoriquement d'organiser notre production. Après, on va aller regarder la partie pilotage et la partie temps réel. Donc, est-ce qu'on a une captation des données, ou est-ce qu'on peut faire une captation de données? Est-ce qu'on peut contrôler des processus en temps réel? Est-ce qu'on peut réaliser de la traçabilité? Est-ce que notre besoin est là? Est-ce qu'on peut relever des temps en production? Donc là, ça va être vraiment dans la partie temps réel, dans la partie pilotage des données réelles de production. Et puis après, on peut commencer à aller dans un niveau profond de digitalisation, qui sont le big data, l'IoT, l'IA, qui là sont vraiment des phases avancées de digitalisation. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment essayer d'avoir conscience de son niveau de maturité digitale, de son quotient digital dans la société, pour savoir se positionner et savoir quels sont les leviers suffisants à mettre en place dans une stratégie de digitalisation. Donc pour cela, à partir de maintenant, pour que vous ne soyez pas perdus dans la présentation, je vous ai mis du texte en rouge. Ce texte en rouge signifie qu'il y a besoin de l'humain dans la stratégie et dans la mise en place de la digitalisation. C'est simple, ça parle à tout le monde.
Et comme ça, on pourra de manière visuelle comprendre où est-ce que l'humain est très important dans la stratégie et dans la mise en place. Donc, du besoin à la mise en place, on va commencer à définir une stratégie de digitalisation. Comment faire? L'important est d'accompagner l'intégralité des pôles. Je parlais tout à l'heure, généralement, le besoin naît, ou en tout cas le contact naît d'une personne. Rarement, encore trop rarement dans les industries actuellement, j'ai un besoin qui a déjà été globalisé et il y a un groupe de personnes projets qui m'appellent pour manager un projet de digitalisation. Donc le but du jeu à ce moment-là, c'est de pouvoir ouvrir un pôle technique interne qui permet d'avoir une stratégie globale de digitalisation. Je vais vous donner un exemple simple. On va considérer que c'est un directeur de production qui m'appelle, qui me contacte, on commence à en parler. Lui a certains besoins. Ça va être des besoins ciblés sur connecter ses machines en temps réel, permettre à ses opérateurs de renseigner des temps de panne, des arrêts, des changements de processus en temps réel dans un système. Si on crée pas un pôle technique, on peut passer à côté de phases critiques dans une stratégie de digitalisation qui pourrait être pensée au début ou en tout cas au plus tôt pour justement construire un projet global avec un budget global alloué pour le projet. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller scoper l'intégralité des services pour se rendre compte quel est le besoin qualité, parce que finalement peut-être que le directeur qualité et le service qualité auront des besoins en temps réel à demander aux opérateurs qu'on peut réintégrer dans une stratégie. De la même manière pour la partie traçabilité, de la même manière pour la partie maintenance, etc., etc. Donc, créer un pôle technique avec l'intégralité des acteurs pour pouvoir globaliser les besoins et intégrer au mieux l'intégralité des besoins pour avoir une stratégie convenable. Il est important au tout début du projet de définir un indicateur temporel précis afin de pouvoir ne pas être perdu dans le temps du projet. Et important aussi de recentrer la communication et le partage de connaissances pour optimiser la définition du besoin. Ça revient à créer le pôle technique. Donc, c'est vraiment casser les cloisons qu'on trouve dans l'industrie trop souvent entre les services et vraiment de recentrer la communication autour de besoins cohérents et globaux et non plus de parler service par service et de dire moi, je veux de l'IoT pour mes machines pour avoir des informations en temps réel avec les automates. Il y a aussi des besoins qui peuvent être initiés sur la partie qualité ou sur la partie traçabilité. Et c'est pour ça que c'est important de recentrer la communication. De là, on arrive et on aboutit à une stratégie émise, cohérente avec l'intégralité des services, une communication afin de trouver des synergies communes entre les services, pouvoir allouer un budget le plus adapté et le plus réaliste possible. Alors, évidemment qu'à cette étape-là du projet, ça serait quasi utopique de se dire qu'on a un budget précis à investir dans la digitalisation, mais au moins, on peut avoir une assiette qui reste réaliste par rapport aux besoins émis et pas passer à côté d'un pan ou d'une phase totale en ayant uniquement un service avec la communication. Alors, si tu permets, Alexandra, à ce stade-là, j'ai une question posée par une TPE qui me brûle les lèvres, donc je vais te poser. Et comme tu parles d'allouer de budget, c'est quid de l'accessibilité de la transformation numérique pour les petites structures telles que les PME, telles que les TPE, pardon. Donc, est-ce qu'il y a un domaine de jeu également pour les petits, quoi? En fait, là, je pense que tout simplement, on peut parler de la région. Bon, alors ça va être très ciblé Nouvelle-Aquitaine, mais en même temps, on est là pour ça aussi. Il s'avère que la Nouvelle-Aquitaine a créé un programme Usine du futur. Ce programme est juste, c'est pas parce que j'y participe et que forcément je vais vous donner des points positifs, mais en fait, la Nouvelle-Aquitaine ouvre un dossier d'intérêt, donc c'est-à-dire toutes les industries, à partir du moment où vous êtes plus de 10 dans votre société, vous pouvez prétendre à faire appel au projet Usine du futur. De là, on vous valide ou non votre candidature, disons-nous. Et de cette candidature, vous allez avoir une équipe aussi bien sur la partie amélioration
continu et Lean Management qui est géré par OPO, et sur la brique technologique que vous aurez décelée en fonction de vos besoins sur la partie CETIM, qui viendront vous accompagner. Et de là, vous pourrez avoir un rapport complet sur un planning, des solutions, un budget qu'il faudrait allouer pour que la région puisse après vous aider au mieux sur ce budget-là via des chèques, on va dire, des chèques d'investissement qu'ils sont prêts à allouer en fonction évidemment d'une certaine assiette pour ces projets-là de digitalisation. Donc c'est finalement juste grandiose, quoi. À partir du moment qu'on a un projet de digitalisation qui a été suivi et initié par le programme Usine du Futur, on peut penser pouvoir être accompagné par la région, et ça, je trouve ça fou. Donc là, en fait, ça répond à la question. Il n'y a pas de taille critique. Voilà, il suffit d'avoir un projet, rentrer dans un dispositif et c'est accessible à tous. Merci pour ça. J'ajouterais même pour peut-être les très petites sociétés qui seraient moins de 10, il y a aussi des industries qui sont moins de 10. Sachez que il y a aussi un programme pour les sociétés, pour les industries de moins de 10 personnes. Là, du coup, on ne parle plus d'industrie, mais de société à part entière, puisque ça va être aussi bien l'aide à un artisan, à un commerçant et à une industrie de moins de 10 personnes. Et il y a aussi une aide sur les stratégies de digitalisation qui est mise en place pour ces sociétés-là. Donc, en Nouvelle-Aquitaine, je pense on est vraiment très bien servi par ça, quoi. OK. Voilà. Donc, l'étape d'après, définir un cahier des charges. On a défini notre stratégie, on a défini un budget global à potentiellement allouer. On a défini nos grands jalons et nos gros enjeux en fonction des services. De là, on va définir un cahier des charges. Donc, le cahier des charges, pour nous, il passe par une visite Gamba ou un process d'ILO. Alors là, c'est vraiment en tant qu'agence de Smart Industry que je parle. Moi, j'aime beaucoup aller sur le terrain pour me rendre compte de la réalité des choses et pour comprendre au mieux où est-ce qu'on perd de l'argent et finalement où est-ce qu'on perd du temps à faire une action qui n'est à non-valeur ajoutée ou en tout cas qu'on peut améliorer via la digitalisation. Il s'avère que nous, on a misé sur la partie visite terrain, donc la visite Gamba ou le processus d'ILO, afin de justement comprendre au mieux en suivant les personnes qu'on aura décelées comme importants dans la chaîne de valeur. Donc, ça va être l'opérateur, le manager, le technicien, autant de personnes que nécessaire pour comprendre où est-ce que sont les réelles valeurs ajoutées dans la société et comment on peut trouver un système global et cohérent de digitalisation pour l'intégralité de ces process. Donc là, l'humain est évidemment au cœur du partage des connaissances, puisque c'est réellement, on part du principe que, imaginons un opérateur sur sa machine, c'est lui qui connaît le mieux ce qu'il va faire au jour le jour et comment on peut le digitaliser. Donc c'est important de passer du temps avec lui pour comprendre l'organisation opérationnelle et pouvoir la digitaliser au mieux. Là, je crois que ce que tu évoques, c'est capital, hein, parce que on voit un changement radical d'appréciation, disons, de la transformation digitale, ne serait-ce que sur ces trois dernières années. Moi, j'en veux pour preuve tous les ans, j'ai la chance de participer à un séminaire avec une centaine d'entreprises. Et il y a 3 ans de ça, quand nous parlions de transformation digitale, nous parlions essentiellement de techno. Il y a 2 ans, on parlait encore de techno, mais on commençait à parler de méthode. C'était du 50-50. Et cette année, j'ai envie de dire que la tendance est totalement renversée. On part du principe que globalement, la majeure partie de la techno existe déjà. Par contre, cette techno-là, c'est comment la mettre au service de celui qui fait, qui sait. Et donc, comment donner la parole, aux strates qui sont le plus proche possible du produit, quoi. Et ça, c'est vraiment ce qui ressort comme condition, disons, de réussite. Alors, le seul point négatif de cette méthode, c'est évidemment le temps qu'on passe à effectuer ce genre de visite. Mais finalement, petite anecdote, sachant que l'agence Smart Industry a continué en télétravail durant cette période de Covid, finalement, on a même réalisé des visites Gamba entre guillemets virtuelles en FaceTime ou en Teams, par exemple, avec des opérateurs qui étaient sur le terrain puisque leur société continuait, leur industrie continuait à fonctionner.
Et finalement, c'est là où on trouve la réalité des choses. Je dirais, c'est vraiment là où on va glaner le plus d'informations. Et nous, c'est un trésor, c'est une mine d'or d'informations à ce moment-là qu'on peut véhiculer. Donc forcément, échanger sur les bonnes pratiques, formaliser le contenu et choisir en adéquation une ou des solutions qui seront le plus pertinent pour la stratégie digitale en fonction des services et de la stratégie globale qu'on aura définie. Une partie qui est trop souvent mise de côté finalement dans une stratégie de digitalisation et une mise en place, c'est ne pas lésiner sur une période de test et de pilotage d'une solution afin d'adapter au mieux les outils. Il faut évidemment accompagner dans la réalisation future des actions les opérateurs, les techniciens, les managers, puisque c'est... On démarre à 15 h. Merci. Excusez-moi pour ce petit aléa. Donc, je disais, c'est important de prévoir une période de test et de pilotage sur ligne suffisante pour ne pas se retrouver confronté à une erreur qu'on n'aurait pas décelée parce que la période de test aurait été trop courte. Trop souvent, je vois des sociétés qui nous appellent et qui nous disent voilà, j'ai une solution, on n'arrive pas à la faire fonctionner, ça fait pourtant 2 ans qu'on a investi dedans, on a investi quand même pas mal d'argent et finalement on se retrouve à ne pas savoir l'utiliser ou à ne pas à être confronté à, on a l'impression que ça correspond pas à nos besoins. Et finalement, on ne veut plus entendre ce genre de questions. Alors, c'est vrai que ça nous désole un peu quand on se retrouve avec ce genre de questions, mais pour nous, accompagner le processus avec des key users, les opérateurs terrain, les managers, pour faire comprendre l'utilité et échanger sur les failles et pouvoir développer des V2, des V3, c'est très important. Petite anecdote, quand j'étais dans mon ancienne société industrielle et que j'ai mis en place la solution, on a pris une ligne test et puis on a testé la solution sur cette ligne-là sur 8 opérateurs pendant 3 mois. On avait vraiment choisi une période assez longue pour justement se familiariser avec ça. Et en fait, là où on sentait qu'on avait commencé à gagner quelque chose par rapport aux opérateurs, c'est que déjà, j'avais pris énormément de temps terrain avec les opérateurs pour leur faire comprendre l'utilité de leur action. Donc, si, imaginons, on réceptionne en automatique les informations de temps d'arrêt de la machine, on va demander à l'opérateur pourquoi la machine a été arrêtée, imaginons. Si l'opérateur ne comprend pas pourquoi on lui demande de faire ça, soit il va s'imaginer des choses, soit il va tout bonnement se braquer et dire oh, bon, de toute façon je le ferai pas, c'est pour nous fliquer, c'est pour X, c'est pour Y, parce que ça n'a pas été bien expliqué. Et sauf que ce qu'on ne comprend pas forcément, ou en tout cas ce qu'on ne décèle pas forcément, c'est que cet opérateur, il va forcément rencontrer d'autres opérateurs qui ne sont pas encore confrontés à cette stratégie de digitalisation-là. Qu'est-ce qu'il va dire à ces autres opérateurs? Mais forcément, il va dire c'est nul, on nous a imposé ça, j'y comprends rien, tu vas voir que c'est pour nous fliquer, etc. Et alors ça fait comme un effet boule de neige dans la société. Et du coup, on va perdre des gens avant même de les avoir intégrés dans le projet. Alors que, à l'inverse, si on passe du temps avec les opérateurs, on leur fait comprendre pourquoi sa valeur ajoutée est très importante, aussi bien que la valeur ajoutée d'un manager ou d'un technicien, il va véhiculer une bonne image, ou même sans véhiculer une bonne image, il va au moins ne pas forcément faire de commentaires négatifs. Et ça, c'est un levier qui est très important et qu'on a tendance à sous-estimer dans un projet. Donc, pouvoir valider avec l'opérateur, avec le technicien, quelque chose qui fonctionne pour éviter toute fracture de taille dans la stratégie de digitalisation future. Implanter le changement, donc là ça va forcément avec la partie d'avant. Une fois qu'on a testé et qu'on a accordé une version définitive, que l'opérateur, le technicien, le manager a compris cette version, il faut bien sûr former les équipes, accompagner dans l'utilisation, ne pas penser qu'on va perdre du temps à passer une heure, une demi-journée, une journée sur le terrain avec l'opérateur, avec le technicien pour qu'il prenne conscience de son importance dans ce nouveau système et faire comprendre les nouveaux champs d'action. Ça, c'est très, très important.
Donc, former sur le terrain, en tout cas, nous, c'est ce qu'on préconise, c'est vraiment de former à l'endroit où on vient générer de la donnée, mettre tout le monde autour de la table et puis se voir pendant 1 heure et faire sur un PowerPoint quelque chose qui est finalement bien ennuyeux pour tout le monde. Parfois, ça n'a pas forcément de sens, alors qu'un opérateur va utiliser la solution sur le terrain. Allons directement sur le terrain. Ça fait gagner du temps à tout le monde, ça évite de couper la production, par exemple, et ça permet à l'opérateur de tester en configuration quasi réelle la solution de demain. Bien important aussi, et qu'on a tendance parfois à sous-estimer, c'est le fait de communiquer et d'indiquer qu'on a créé une stratégie de digitalisation et une implantation réussie. Mais aussi les points positifs comme les points négatifs. C'est important de montrer qu'on s'améliore et montrer pourquoi cette solution-là a été vecteur de positivité dans la gestion de la productivité, la meilleure gestion des rebuts, de la qualité, la meilleure gestion de la traçabilité. Voilà, être porteur du succès, définir des indicateurs afin de montrer qu'entre avant et après, il y a eu du changement, il y a eu du positif. Et aussi ne pas finalement rougir des gains qu'on a engendrés. Évidemment, on ne va pas communiquer des chiffres incompréhensibles que certains opérateurs ou certaines personnes dans la société ne pourraient pas comprendre, mais il est important de communiquer sur finalement la différenciation entre ce qu'on a investi, parce que finalement, l'opérateur sur le terrain, il va voir quoi? Des écrans tactiles, possiblement, des capteurs, des choses qui, pour lui, coûtent de l'argent. Donc, il est important d'expliquer à l'échelle de chacun pourquoi on a investi là-dedans, quels sont les gains qu'on a finalement réussi à faire sur le terrain. C'est très important et ça permet à l'opérateur aussi de prendre conscience du succès qu'on a pu créer par rapport à cette implantation. Là, le sujet que tu évoques est capital, hein. C'est vrai que bon, nous sommes tous des techniciens par nature et qui oublions un petit peu, qui oublions trop souvent la communication. Pourtant, la communication, c'est ce qui fait que d'une part, nous allons embarquer et d'autre part, qui fait que nous allons, comment dirais-je, avoir valeur d'exemple, quoi. Parce que j'ai envie de dire qu'au travers de cette transparence que l'on donne, on donne de la transparence à la fois sur les chiffres, on donne de la transparence sur les actions, mais on donne de la transparence en tant que manager sur notre façon de bosser. Et ça, c'est aussi fort, sinon plus, que toute la techno que l'on va mettre derrière. Parce que derrière, ce qui se cache, c'est la transformation culturelle que l'on est en train de faire s'opérer. Hein, et le sens des actions que l'on donne, quoi. Et je crois qu'aujourd'hui, enfin Alex, t'en parlera certainement mieux que moi tout à l'heure parce que tu es beaucoup plus jeune, mais avec les nouvelles populations qui arrivent, je veux dire, sans sens, on a un peu de mal. D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à la nouvelle génération. C'est vrai qu'on peut en parler avant de parler de l'étape d'après. Dans les projets de digitalisation, sur le terrain, on va avoir un panel de personnes, évidemment, qui représentent une population classique. Donc, on va avoir des personnes qui viennent tout juste d'entrer dans la société et qui sont plutôt jeunes. Donc, on va dire la génération X, voire même Z, enfin Y, pardon, ou Z. Et puis, on va avoir une population qui est plutôt sur une fin de carrière, donc on va dire entre 55 et 65. Donc, qui ne sont pas, entre guillemets, digital natives, on va les appeler comme ça. Et en fait, finalement, ce que je vois très, très régulièrement, c'est pour pas dire toujours, mais quasi, c'est que finalement, sur une population de personnes qui ont besoin d'être formées sur un outil digital, les personnes qui seront le plus attentives et qui comprendront le plus rapidement possible, ce sera les personnes d'une génération plutôt en fin de carrière. Pourquoi? La réponse est très très simple. Une personne qui n'est pas digital native et qui sait ses lacunes par rapport à un système, donc il y a des personnes qui n'ont jamais eu de tablette, ou il y a des personnes qui connaissent tout juste voilà, d'avoir une tablette à la maison et de l'utiliser de manière classique.
cette personne-là, elle connaît ses lacunes. Et elle sait qu'elle va devoir être très concentrée par rapport à cette formation, par rapport à cet accès-là, parce qu'on lui donne la chance de monter en compétence par rapport à ce qu'elle faisait avant. Donc, elle va être très à l'écoute. Elle va généralement prendre beaucoup de notes, ou en tout cas, on va voir qu'elle va noter tout le processus pour vraiment ne pas faire d'erreur et être très attentive. Alors que la génération Z ou Y, donc une génération plutôt jeune, eux, ils vont plus, enfin, je les vois, hein, ils vont plus être déjà un peu en recul, et puis ils vont me dire, ouais, t'es mignonne, toi, avec ta solution, là, je connais, moi, je suis née avec, donc j'écoute d'une oreille, et puis bon, de toute façon, je me débrouillerai, moi, ça va, je m'y connais. Et finalement, c'est ces premières personnes-là, donc les petits jeunes, comme on les appelle, qui vont finalement revenir vers nous pour dire, dis donc, j'ai pas tout à fait compris ce que tu m'as dit par rapport à ça ou ça. Et c'est quasi toujours le cas. Et c'est très marrant de voir que finalement, là où on aurait peur, justement, où on se dirait, il faut vraiment focaliser sur voilà, les personnes plus d'une certaine génération, un petit peu plus vieille, entre guillemets, parce que ils vont rien y comprendre, parce qu'ils vont être perdus, etc. Et finalement, ils sont tellement focus sur justement ne pas se tromper et ils savent leurs limites que finalement, c'est pas ceux qu'il faut cadrer le plus. C'est assez marrant, mais voilà, ça arrive dans quasi tous les cas. Alors moi, j'ai un petit rétexte sur la filière, aéro, hein, qui, comme beaucoup le savent, est très sujette, disons, à de l'expertise. C'est pas que l'on soit meilleur qu'ailleurs, mais bon, pour apprendre le métier, c'est souvent très long. Et donc, en fait, ça veut dire qu'on a un mix de générations. Et on s'aperçoit que le duo gagnant, c'est de mettre un ancien avec beaucoup d'expertise et un petit jeune qui débarque, qui connaît bien la techno, mais qui ne connaît rien au métier. Et là, on s'aperçoit que, et là, c'est fabuleux. Et je vous assure, si vous pouvez le tester dans vos entreprises, c'est fabuleux. Parce qu'en fait, il y a d'abord un premier deal qui se crée entre le petit jeune et le papy, où le petit jeune va très vite montrer à l'ancien, tiens, regarde, sur ton smartphone, tu peux commencer par télécharger les applis qui te permettent d'avoir le litre d'essence le moins cher à côté de chez toi. Ça paraît tout bête, mais c'est un premier pas. Et de l'autre côté, l'ancien montre le métier. Et petit à petit, ça fait que c'est du donnant-donnant qui se crée, et ça passe au travers de toutes les grilles de lecture du manager classique, parce que c'est quasiment du gré à gré qui se met en place. Et c'est je te donne, tu me donnes, et puis ensemble, ils construisent. Et je vois que nous, les meilleurs résultats que l'on ait pu obtenir, c'est vraiment avec ce mix intergénérationnel. C'est vraiment à développer. Si vous le pouvez, c'est à développer. J'ai rien à redire. Je partage totalement ton point de vue. Donc, pour résumer un petit peu ce qu'on vient d'énoncer, comment on peut représenter une transformation digitale réussie, ou en tout cas en positionnant l'humain au cœur de votre transition, c'est de pouvoir faire une première phase d'analyse de l'existant avec des visites terrain complètes, accompagnées, en prenant en compte les personnes. Alors oui, en effet, c'est du temps, mais vous en gagnerez à faire ces visites et ces rencontres, vous gagnerez finalement ce temps que vous avez potentiellement perdu dans la suite de votre projet, c'en est certain. Auditer votre système, ne pas oublier que pour faire une digitalisation, une stratégie de digitalisation réussie, c'est aussi bien auditer son système informatique, son système d'information, et de ne pas omettre l'humain au cœur de cette partie audit-là et de visite terrain. Évidemment, effectuer un rapport de synthèse pour que tout le monde soit en adéquation avec les besoins énoncés. Étudier le projet, analyser les besoins, réaliser un cahier des charges en adéquation avec le besoin, faire un choix d'outils de la même manière avec l'intégralité du pôle de compétitivité et du pôle technique représenté dans le projet. Installer les outils qui passent par évidemment l'installation des supports, faire des développements, ne pas avoir peur de faire des développements particuliers en fonction du temps de test et de pilotage passé avec les opérateurs, avec les techniciens, avec les managers, pour finalement former les équipes,
et évidemment finir par se guider vers l'autonomie en prenant en compte qu'on accompagne et qu'on fait monter en compétence l'intégralité de notre chaîne de valeur, avoir un support décisionnel clair pour se dire peut-être qu'à un moment on peut passer à une phase numéro 2 de digitalisation et assurer votre suivi digital qui à terme vous permettra de franchir les échelons de phase de digitalisation. Mais en tout cas, là où on peut résumer la chose, c'est que l'important dans une stratégie quelles sont les actions à non-valeur ajoutée qu'il réalise et pourquoi il est important d'utiliser un système qui permet certes à la société d'être plus productive, puisqu'on ne faut pas mentir sur les choses, mais qu'ils ont leur mot à dire sur la stratégie digitale et sur la digitalisation de demain. Je suis à l'écoute des questions ou des commentaires si vous avez à en faire. Alors, bon, moi, j'ai récolté pas mal de questions et des commentaires. Donc, je vais commencer un petit peu par la fin, comme ça. Bon, déjà, il y a des accords avec, il y a des accords, en deux mots, hein, avec ce que l'on a mis. Donc, un ancien plus un jeune, tout à fait d'accord. Donc, effectivement, c'est un élément partagé par le monde de l'entreprise, mais je vois que c'est également partagé par nos amis académiques, voilà, qui me citent quelques petits exemples. Donc, effectivement, voilà, je pense que le conseil est bon, quoi. Alors, j'ai une question. Concernant l'estimation du ROI en amont, faut-il plutôt voir une approche globale faut-il plutôt avoir une approche globale, macroscopique, ou au contraire essayer d'aller dans le détail des opérations et des activités? Ah, ça c'est une bonne question. Je dirais qu'il y a plusieurs cas d'école. Je privilégie plutôt sur les sociétés qu'on accompagne à faire d'abord un ROI global pour la simple et bonne raison qu'il ne faut pas oublier que dans une stratégie de digitalisation, en fonction de la solution que vous voulez mettre en place ou des solutions que vous voulez mettre en place, il y a peut-être un support matériel, hardware et système tel qu'un nouveau serveur, des nouvelles configurations que vous n'avez pas actuellement qui peuvent coûter cher à votre projet et que si on ne prend pas en compte parce qu'on est resté sur l'opérationnel, on peut facilement passer à côté d'un tiers du budget potentiellement dans certains cas et ça peut être critique pour les décisions futures. Donc c'est vrai que j'ai tendance à prendre le projet dans sa globalité. Une fois qu'on a décelé une assiette globale, là on peut aller je veux dire opération par opération, aller chercher un ROI s'il faut, mais c'est vrai que je le privilégie en global. Alors, je ne sais pas si c'était sous-entendu ou pas dans la question. Si tu me permets, Alexandre, moi, je ferai juste une petite précision, c'est que, bien entendu, comme tout projet, j'ai envie de dire que la priorité, c'est un petit peu comme le pilote de navire, hein. Il faut savoir où on va. Donc, ce qui est important, c'est avant tout de se poser les bonnes questions, parce que le ROI, c'est bon. On pilote tous et on a tous eu cette culture industrielle et bien souvent, au travers le ROI nous empêche même souvent de démarrer. Moi, je le vois dans le cadre d'une grosse entreprise. Bien souvent, le ROI, c'est également souvent un frein à tout démarrage. Donc, voilà, je crois qu'il faut que l'on fasse un ROI, disons, intelligent, avec, c'est-à-dire un ROI qui soit assujetti à quand même quelques questions que l'on se pose. Ça veut dire que je veux réduire mes coûts, oui, mais pourquoi faire, quoi? Si je dois réduire mes coûts tout simplement pour, comment dirais-je, vendre davantage de façon instantanée, mais sans forcément me préoccuper de la pérennité de mon entreprise, bon, voilà, c'est une stratégie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'à un certain sous un certain temps, si vous voulez, la notion de ROI, elle se posera peut-être même plus.
parce qu'on n'existera plus. Par contre, je veux dire, on peut avoir besoin effectivement de développer une stratégie pour être plus compétitif vis-à-vis de la concurrence, pour continuer d'exister. Donc là, effectivement, suivant un petit peu l'objectif que l'on se fixe, le ROI va prendre tout son sens, quoi. Mais bon. J'ai une autre question. La transformation culturelle, nouvelle méthode de travail, innovation managériale, n'est-elle pas le préalable indispensable à tout projet de transformation digitale? Là, on rentre dans un sujet qui est connexe. La culture même d'une personne par rapport au digital, pour moi, n'est pas un frein à l'implantation d'une solution digitale. Parce qu'on en revient à lui expliquer quelle est la valeur ajoutée qu'il va apporter, lui, en tant qu'humain, dans le système. Pour moi, l'important, c'est de toujours recentrer pourquoi on demande finalement à cette personne-là d'utiliser et de faire cette action-là dans le système demain. S'il ne le comprend pas, il aura beau être le plus doué possible dans cette solution-là, dans l'utilisation et d'être ouvert sur la partie digitale ou d'être le plus fermé possible, si déjà il ne comprend pas son intérêt à aller utiliser ça, forcément il ne l'utilisera pas, qu'il soit plutôt ouvert sur la solution ou plutôt fermé. Si par contre on lui explique pourquoi c'est sa valeur ajoutée à lui, pourquoi en tant qu'humain, en tant que travailleur, je dirais, c'est sa valeur ajoutée qu'on demande au système pour avancer, pour être meilleur demain, je pense, enfin, c'est peut-être assez global ce que je dis, et certainement on trouvera des contre-exemples de personnes qui, même avec ça, sont un petit peu réticents, mais je pense que si on explique sa valeur ajoutée, la culture changera également, même si le quotient digital de la personne est plutôt, je dirais, faible à prime abord. Donc ça rentre bien dans le cadre de la question qui était plutôt effectivement la transformation culturelle. Donc la transformation culturelle, ce que tu es en train de dire, c'est un peu agnostique du digital. C'est qu'en fait, il faut avoir, il est important pour se transformer, il est important à un moment donné de se minder différemment. Il s'avère que le digital n'est ni plus ni moins qu'un outil qui nous permet de sublimer quelque part une organisation, mais en aucun cas le digital ne fait l'organisation. Donc, le digital est un facilitateur qui va faire que pendant des lustres, nous avions des architectures très pyramidales où, en fin de compte, le pouvoir était un petit peu dicté par l'information. Aujourd'hui, le digital permet simplement de mettre tout ça à plat. Et ça fait que l'information, certaines informations, le collaborateur, il a aussi vite que vous, ou parfois même avant vous. Donc en fait, c'est plus là-dessus que se fait le différenciateur. Par contre, le différenciateur, il va se faire dans une approche probablement différente, dans le sens que l'on va donner. Donc effectivement, dans toute cette transformation culturelle qui va faire que certaines organisations qui étaient peut-être au préalable dans des boîtes, peut-être que les boîtes vont être beaucoup moins étanches aujourd'hui, et la démarche collaborative, elle est pile poil là-dessus, quoi. Hein, si vous avez 50 collaborateurs, il y a 50 cerveaux, et le fin du fin, c'est de faire cette synergie de cerveaux, quoi. Donc effectivement, oui, cette transformation culturelle, c'est vraiment capital. Alors après, j'avais d'autres questions. Alors concernant le Lean, est-ce que Alex, tu utilises les chantiers Build-Kaizen? Alors, personnellement, chantier Build-Kaizen, je découvre. Donc, on m'explique. Alors, j'ai posé la question, j'ai pas honte de dire que je ne sais pas. Donc, c'est l'utilisation de chantiers Build-Kaizen très rapides pour obtenir des gains et injecter l'intelligence collaboratrice, souvent en 3 jours. Donc, alors attends, voilà. C'est l'utilisation de chantiers Build-Kaizen très rapides pour obtenir des gains injectés dans l'intelligence collaboratrice, souvent en 3 jours. Donc, la digitalisation doit permettre une accélération de ce principe. D'accord. Effectivement,
là, en fait, la question qui nous est posée, c'est qu'à partir du moment où il y a déjà une organisation formalisée, ah, là, je t'ai perdu, Alex. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend encore? Parce que là, je n'ai pas de retour. Tiffaine, est-ce que tu me reçois? D'accord, donc on me dit que Alexandra a juste la caméra coupée, mais Alexandra, je pense que tu as également ton micro de coupé parce que je ne t'entends pas. Bon, donc oui, aujourd'hui, si je comprends bien la question, donc là on part d'une organisation existante avec des processus déjà en place. Et effectivement, la digitalisation permet d'accélérer tout cela. Hein, ne serait-ce que aujourd'hui, ceux qui ont l'habitude de faire des tournées managériales ou autres qui s'appuient sur, comment dirais-je, des papiers, des post-it ou des stickers qui permettent d'annoter tel avancement ou telle problématique à traiter, ben là, effectivement, au travers du digital, à partir du moment où c'est encodé, tout ce processus-là est accéléré. D'ailleurs, on le voit énormément dans les entreprises. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que d'abord, on a une première étape qui consiste à mettre en place, à implémenter le Lean, et ce que l'on appelle faire tourner l'organisation au format papier. Et dès lors que cette organisation est implémentée et est efficace, là, on passe à une phase de numérisation qui est en fait, qui permet de mettre un coup d'accélérateur, disons, à la méthode, quoi. Alors, tac, j'ai Alexandra, tu me reçois de nouveau? Alex, je ne t'entends pas. Ah, est-ce que vous m'entendez Voilà, maintenant? c'est parfait. Okay. Pour Impeccable. Impeccable. Alors, j'ai une autre question. Si je comprends bien votre présentation, votre méthode d'intégration de l'humain dans un process de digitalisation est seulement basée sur une visite et de la communication. Vous ne mettez pas en place d'autres méthodes de concertation entre utilisateurs et de co-conception. Point d'interrogation. Alors là, je parle vraiment, enfin, j'ai décidé de présenter une vision plutôt interne, industrielle. J'ai vraiment ciblé sur la partie pré-projet et sur la partie interne d'intégration. C'est vrai que je n'ai pas abordé la partie communication avec les solutions, qui est très importante, mais le lien entre la partie technique et la partie réelle d'utilisation doit être fait par les key users et par les managers. C'est ça aussi qui fera la pérennité d'un système, c'est que finalement un développeur et une personne qui est technique sur la solution et un opérateur, donc quelqu'un qui va réaliser une action et qui va sublimer les données qu'il va réaliser via ces actions sur le futur système, il est important que ces deux personnes comprennent et le travail de l'un et le travail de l'autre. Mais ce n'est pas à eux de communiquer entre eux. Ça passe aussi par la définition de la stratégie et le fait justement de bien expliquer via des visites terrain qu'est-ce que fait réellement en termes d'action l'opérateur pour qu'on puisse l'aider demain. J'ai une autre remarque. Je pense qu'il est important de préciser que les analyses de besoins et le suivi doivent être réalisés par des professionnels maîtrisant les méthodes nécessaires. Alors ça, c'est intéressant parce que ça rejoint une question que j'ai après par ailleurs. Les professionnels, quel type de professionnels? C'est ça la question. Alors, je laisse la personne qui m'a posé la question préciser. Et en attendant, je switch sur une autre question. Avez-vous beaucoup d'exemples de transformation réussie? Alors, j'ai même quelques projets qu'on peut revaloriser justement sur les projets usines du futur. Il s'avère que on va citer, je pense, 3 projets. Un d'une petite société d'une dizaine de personnes
une d'une société plutôt middle d'une 50aine de personnes et une entre 150 et 160 personnes. Comme ça vous donnera à peu près le cadre. Donc, première société, une société de la métallurgie qui travaille pour justement l'aéro, qui, elle, était une société qui était en difficulté financière. Clairement, ils avaient un système d'information qui était de type ERP, plutôt classique. Ils arrivaient à fonctionner avec des gammes, des nomenclatures. Ils arrivaient à faire la facturation sur leur système. Donc, plutôt cohérent de prime abord. Sauf qu'il s'avère qu'ils n'arrivaient pas bien à identifier la marge finale sur un produit et sur un ordre de fabrication. Et finalement, là, le besoin a été initié par le dirigeant directement, où il s'est dit, je ne comprends pas, je fais un travail qui est censé être évidemment, qui est censé nous faire gagner de l'argent déjà de 1, et qui est censé être ultra revalorisé puisque c'est un travail manuel, c'est un type précis de câblage. On est censé être vraiment revalorisé dans notre travail et à la fin, je n'arrive pas à calculer spécifiquement ma marge et donc j'arrive pas à comprendre comment je peux perdre de l'argent. Et donc, il était plutôt ouvert sur la partie solution digitale. Et tout de suite, il s'est dit, je pense qu'il me faut une solution plus cohérente pour mes opérateurs, plutôt que d'aller noter sur le papier combien de temps ils ont passé sur l'OF, est-ce qu'ils ont eu des problèmes de qualité, de maintenance, etc. Parce que de toute façon, ça, il le note sur un papier, mais je n'ai pas assez, vu qu'on est qu'une dizaine dans la société, j'ai personne pour finalement analyser ces données. Donc, je demande à des opérateurs de renseigner des informations pour finalement pas les valoriser après. Donc, du coup, il a demandé à être accompagné dans le programme Usine du Futur. Il a eu son accompagnement. Il s'avère qu'on l'a accompagné aussi sur la partie réalisation du dossier de subvention et de l'accompagnement par la suite. Donc, ça, c'était il y a à peu près 2 ans. Donc, juste pour info, il a eu un tiers de son budget de digitalisation revalorisé dans une aide, donc ce qui est quand même assez intéressant. Et puis, on a décidé de mettre en place une solution via des tablettes tactiles qui permettait de pouvoir afficher la documentation et de pouvoir faire des annotations de documentation directement au pied des opérateurs, puisque c'était des énormes dossiers de documentation qui étaient très lourds et il y avait beaucoup de savoir et de savoir-faire qui étaient finalement dans ces dossiers et qui n'étaient pas bien gérés. De suivre la qualité et la production en automatique, entre guillemets, puisque là, on ne connecte pas des machines, mais des opérateurs. Donc, c'était les opérateurs de renseigner des tablettes, mais du coup, les données étaient directement rentrées dans un système, ce qui permettait à la personne des méthodes, qui gérait aussi les OF, d'avoir un petit peu plus de temps pour analyser ces données-là. Et là, on s'est rendu compte que finalement, on perdait énormément de temps sur le traitement des paniers garnis et sur le traitement des matières, puisqu'il y avait énormément d'aléas sur la partie qualité, et que du coup, une partie de la marge était mangée sur ce temps-là où les opérateurs allaient passer finalement un nombre de temps incalculable à faire quelque chose qui n'était revalorisé nulle part. Donc ça, c'était la première étape d'une stratégie de digitalisation et d'une solution, l'implémentation d'une solution qui a finalement été réussie dans cette société. Et qui pourtant était une petite société où il n'y avait pas de machine, pas de machine à connecter finalement. Il n'y avait pas un énorme service qualité ni un service production tel qu'on peut le voir dans une plus grosse société. Et pour le coup, finalement, une stratégie digitale et une solution digitale a fait levier pour initier un changement et conduire l'amélioration continue qu'il cherchait finalement à mettre en place. Une autre solution, une autre société qui eux m'ont appelé après leur diagnostic usine du futur. Donc finalement, j'ai même pas participé à cet audit-là parce évidemment il y a différents experts. Et puis ils m'ont appelé une fois qu'ils ont eu leur diag, donc d'une 60aine de pages avec le plan d'action, le planning, le budget, etc. Et puis là, c'est le directeur prod qui m'a appelé pour me dire j'ai le compte rendu, je le comprends. J'ai malheureusement pas le temps de moi-même le manager et je pense qu'il serait intéressant d'avoir une personne extérieure qui crée le lien entre mes opérateurs, mes managers, mes techniciens pour justement mettre en place cette stratégie-là.
Et c'est comme ça que j'ai intégré le projet de digitalisation de cette société, une société de 150 personnes à peu près. Et en fait, typiquement là, on se retrouvait dans la catégorie d'une société très cloisonnée, où les services ne parlaient pas forcément entre eux. Chacun avait ses routines de travail. Il y avait beaucoup de data qui étaient remontées, qui étaient mis en valeur, évidemment. Plutôt énormément de temps perdu. Alors, c'est jamais du temps perdu, évidemment, mais il y avait beaucoup de temps qui était nécessaire pour stocker les données et les mettre en œuvre, finalement, puisque tout était géré sur le papier en production. Donc, il y avait plus d'une centaine d'opérateurs, enfin, il y a toujours une centaine d'opérateurs. Chaque opérateur renseignait sur papier les données de production, de temps d'arrêt, de qualité, de traçabilité, également sur d'autres types de papier, la partie maintenance. Et ça, c'était les managers des différents pôles qui étaient référents de ces données-là à re-rentrer dans le système ERP pour finalement arriver à afficher des indicateurs, puisque il y a le lean management qui avait été mis en place depuis quelques temps, mais quid du est-ce que ces indicateurs sont vraiment la réalité et est-ce qu'on a les bons objectifs? Parce que par exemple, avoir un objectif à moins de 10% de rebut qualité, soit, j'ai pas de souci avec ça, mais si on l'a depuis plus de 5 ans et qu'on a toujours le même chiffre et toujours le même indicateur et qu'on sait qu'on est en dessous de 10%, et ben là, du coup, forcément, on va se retrouver embêté et on n'aura pas la réalité des choses. Et donc, du coup, dans cette société-là, on a déjà décloisonné l'intégralité de la communication. On a pu mettre autour de la table la maintenance, la qualité, la production, et on a pu échanger sur une stratégie digitale cohérente et en adéquation avec leurs besoins. Ok, donc entre-temps, la question m'a été précisée. Donc en fin de compte, la personne qui intervenait peut parler de professionnels en ergonomie et facteurs humains. Voilà, donc en fait, est-il important de se faire aider? Je pense que tu vas y répondre. Je pense que oui. Enfin, il y a des experts, des professionnels vraiment dans cette partie-là. L'accompagnement sur la transformation humaine est un métier à part entière et je pense qu'il est évidemment à ne pas négliger dans un système et plus on multiplie le nombre de personnes qui sont efficients et qui sont impactées par la stratégie de digitalisation et par le changement, plus forcément il y aura besoin de temps et besoin d'accompagnement. Donc bien sûr qu'il y a des experts dans ce domaine-là, bien sûr que c'est important d'accompagner et parfois c'est très important de prendre une personne qui est finalement extérieure de la société parce que il n'y a pas le rapport hiérarchique qu'on pourrait avoir entre un opérateur, un manager, un technicien, etc. C'est quelqu'un de nouveau. Et c'est vrai que nous, on le voit quand on est sur la partie opérationnelle avec les opérateurs. Un opérateur, il va, entre guillemets, un peu se lâcher avec nous et il va un petit peu faire le fourre-tout, nous dire des choses qui dirait peut-être pas forcément un manager. Alors, pas des insultes ou des choses comme ça, mais c'est plus ah bah là, oh là, ma machine, etc. Et on va glaner des types d'informations qu'une personne interne à la société ne pourrait peut-être pas forcément glaner, pas parce qu'il y a une mésentente entre l'opérateur et le technicien ou le manager, même si ça peut arriver évidemment, mais plus parce que l'opérateur va considérer que la personne connaît son travail puisqu'il est interne à la société, et du coup ça va possiblement réduire le taux d'information qu'une société extérieure pourrait avoir, tel que moi finalement, qui vais sur le terrain et qui a besoin de poser 1000 questions à l'opérateur pour vraiment comprendre sa valeur ajoutée dans le système. Puis ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'opérationnel, disons, est très près du produit. Donc, en fin de compte, toute la démarche amont, ben, j'ai envie de dire, il s'en manque un petit peu. Il faut simplement que son outil fonctionne et que son outil soit adapté. Et justement, tous les experts auxquels on a pu faire appel pour travailler, notamment sur de l'IHM, ben, ça a sublimé un petit peu les outils, quoi, parce qu'en fait, l'opérateur retrouvait vraiment
les fonctions qui lui allaient bien, positionné au bon endroit. Ça paraît tout bête, mais la taille d'un bouton, ben, j'ai envie de dire, c'est tout simplement fondamental, quoi, parce que tout un chacun ben, aime bien avoir un outil qui lui corresponde. Bon, on arrive un petit peu sur la fin. Je vais traiter les dernières questions. Alors, le projet de digitalisation passe-t-il par des outils spécifiques de type ERP, PLM et MES, ou a-t-il pour but de tout intégrer sur un même outil? Là, c'est pareil. J'ai envie de dire qu'il y a différents cas et que c'est pas forcément applicable partout. Généralement, en tant que professionnel, je privilégie quand même de recentrer les besoins autour d'une ou en tout cas d'une solution qui est plutôt maître par rapport aux autres. Après, si c'est des solutions très précises par rapport à la traçabilité, par exemple, là, il est évident qu'on ne peut pas trouver une solution typique sur un besoin de traçabilité vraiment émanant d'un service ou en tout cas d'un besoin avec un ERP ou un MES. Par contre, là où c'est très important dans la stratégie, c'est de pouvoir penser dès le début à quelles sont les données qu'on interface entre les systèmes, de 1, et de 2, quel est le système mère par rapport aux autres. Il y aura toujours un système où finalement c'est le système final où on analysera les données. Et ça, c'est très, très important. Il ne faut pas qu'on multiplie les systèmes et que dans chacun des systèmes, on puisse faire de l'analytique, on puisse stocker différentes données et des données qu'on ne trouverait pas forcément au même endroit parce qu'on multiplierait déjà l'utilisation finale qu'on en a et je pense qu'en termes de standardisation du besoin, il faut une solution mère, des solutions filles. Alors, j'ai mené des actions de transformation dans mon entreprise avec le sentiment d'aider, mais l'adhésion du management de proximité ne se fait pas. Comment faire adhérer le management de proximité? Ouais, c'est vrai que ça, c'est un cas plutôt intéressant que j'ai eu souvent le cas, d'ailleurs, de voir dans les sociétés. C'est lorsqu'on va commencer à vouloir instaurer une stratégie de digitalisation, c'est pas les opérateurs les plus réticents au changement. Parce que les opérateurs, on va leur apporter, on ne change pas déjà leur valeur ajoutée, ils vont toujours finalement faire la même chose, ils vont réaliser la même action. Par contre, on va essayer de trouver une solution qui améliore leur travail au quotidien. Donc, généralement, ils sont plutôt ouverts, même les plus fermés d'entre eux, ils seront au moins à l'écoute et c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de les intégrer dans le système. Par contre, les personnes, quand on parle de management, de manager, c'est ces personnes-là qui risquent d'être impactées profondément dans leur travail parce qu'on va remettre en question ce qu'ils faisaient. Donc, en gros, on va remettre en question le temps qu'ils faisaient à gérer des données et les analyser. Et sachant qu'on va remettre en question leur travail, voire même parfois qu'on va dire que on peut trouver des systèmes où on va gagner un petit peu de temps, on va clairement remettre en question son travail. Et il peut vraiment se sentir déjà impacté en tant que personne et en tant que chaîne de valeur, puisque là, il va se dire, non mais attends, on remet en question mon travail, on remet en question ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Je le fais mal, je mets trop longtemps. De quoi on parle? Et donc, c'est pour ça que ces managers-là, il faut vraiment les intégrer pour leur faire comprendre que c'est pas une action qu'ils ne vont plus faire d'humain, ou c'est pas une action où finalement ils vont perdre du temps à la faire, mais bien favoriser une analyse de données plus cohérente à l'avenir. Alors après, ça sera peut-être parmi les dernières, j'ai une question qui est pas forcément très simple. C'est comment sensibiliser le top management sur la nécessité de se transformer. Là, on est dans le cas typique où le patron du navire, il n'a pas forcément franchi le cap. Que doit-on faire? J'avoue que ça m'est pas énormément arrivé, puisque généralement, les top managers, c'est ceux qui font appel soit au programme Usine du Futur, région. Donc, c'est vrai que ça m'est pas forcément arrivé. Je pense qu'il faut quand même que ça vienne d'eux. C'est assez strict comme réponse, mais je pense qu'il faut réellement que au moins le sentiment vienne d'eux.
Allez, on va s'accorder une dernière petite question avant de remercier tout le monde. C'est quels sont les retours sur investissement mesurés d'un projet de transformation digitale? Est-ce que, Alexandra, tu as des ratios, des métriques qui permettent de se dire que oui, on a œuvré, on s'est transformé, mais en fin de compte, ça nous a apporté quelque chose, que ce soit en termes de coût, que ce soit en termes de savoir, que ce soit en termes de diversification. Voilà. Est-ce que tu as des métriques là-dessus? Les métriques les plus simples vont être de pouvoir, dans l'analyse ROI au début, pouvoir identifier quels sont les temps qu'on perd à réaliser une action de manière non digitale. Donc, quel est en cumulé à l'année tous les temps qu'on perd, de pouvoir les transformer en coûts. Alors, il s'avère que, évidemment, on explique aux humains que c'est pas parce que on va gagner ce temps-là que on paiera moins la personne demain. Donc forcément, c'est pas un coût réel qu'on va gagner à la fin de l'année. Mais là où on peut vraiment mettre au regard l'investissement par rapport au coût qu'on dépensait à faire l'action, c'est généralement ça qu'on essaye de différencier dans notre explication de matrice des coûts. C'est toutes les actions qu'on fait actuellement de manière manuelle et non automatique. Si demain on les automatise et si demain on arrive à fiabiliser les données, quels sont les coûts qu'on arrive à gagner annuellement et quel est l'investissement qu'on va réaliser par rapport à la stratégie de digitalisation. Les mettre au regard, c'est la manière la plus simple de comprendre où est-ce qu'on va finalement gagner de l'argent et est-ce que le jeu en vaut la chandelle et est-ce que la stratégie de digitalisation correspond au coût qu'on met actuellement à le faire de manière manuelle. Bien, écoute, Alexandra, il nous reste à remercier l'ensemble des participants qui sont encore nombreux connectés, à te remercier pour nous avoir fait part un petit peu de ton retour d'expérience. Nous vous disons à très vite pour notre café techno, puisqu'on n'appelle plus ça un webinaire, café techno sur une thématique toujours liée à l'usine du futur. Encore une fois, merci. Gardez la forme et passez un très bon long week-end. Même si nous sommes confinés, on aura quand même le 1er mai en petite lumière. Encore une fois, merci la technique, merci Alex, merci à vous toutes et vous tous et à très bientôt pour notre café techno. Au revoir. Merci.